Donc effectivement une conférence sur AdWords. Donc comme je ne savais pas quel était véritablement le niveau, est-ce qu'il y a des gens qui ont une campagne AdWords en ligne ici? Campagne AdWords en ligne. Et des gens qui connaissent un petit peu AdWords? Un petit peu, là, voilà. En gros, je vais articuler la conf avec. On va débuter par un petit peu de théorie pour que les gens aient un petit peu les bases. Et ensuite, je me suis attardé à faire un cas concret d'un site e-commerce qui veut développer ses ventes. Comment on ferait, nous, en tant que consultant, pour l'aider à développer ses ventes grâce à AdWords. Et bien sûr, pour que ça soit rentable. Donc, Pierre Ginchelot, je suis traffic manager pour le site e-commerce Bricosaur, c'est un site du groupe Le Galet. Donc, moi, je me charge de toute l'acquisition de trafic, que ce soit naturel, payant, les comparateurs de prix, les marketplaces, etc. Aujourd'hui, je gère plusieurs centaines de milliers d'euros sur AdWords. C'est un canal prioritaire pour moi et qui coûte énormément mais qui rapporte beaucoup plus, qui est rentable. J'interviens à l'université de Poitiers, je fais quelques confs, voilà, j'ai une certification sur le métier. Donc le SIA, qu'est-ce que c'est? SIA, c'est l'acronyme de Search Engine Advertising, c'est tout simplement les publicités sur les résultats des moteurs de recherche. Aujourd'hui, on va principalement parler des résultats Google, donc de la régie AdWords. On l'appelle également référencement payant, lien sponsorisé. Voilà, c'est faire de la publicité sur les résultats des moteurs de recherche. Donc il y a deux régies, il y a celle d'AdWords, celle de Google qui se nomme AdWords, et il y en a une autre, celle de Microsoft, qui s'appelle Bing Ads, quand on fait de la pub, qui consiste en la même chose, on fait de la pub dans les résultats de Bing, avec la régie Bing Ads. Fonctionnement très très proche. Pour faire très concret, là j'ai une recherche voyage Maldives, donc, qui est une recherche dite transactionnelle. On a 4 résultats issus d'AdWords, en haut des résultats de recherche, donc différents annonceurs, et pour faire simple, là c'est la ligne de flottaison, même ces liens-là sont des liens payants, donc on n'a pas de référencement naturel, on n'a que de la pub sur la première page de résultats, donc on voit un petit peu l'ampleur des résultats payants chez Google. Autre requête, à l'approche de Noël, ça devient important comme requête, les montres connectées, ça va être un cadeau. On a deux typologies de résultats payants. On a le SIA avec le comparateur de prix Google qui s'appelle Google Shopping. On ne va pas trop parler de Google Shopping aujourd'hui, on parlera surtout des résultats textuels payants. Et on a un lien payant Samsung. Et enfin, on a Darty qui arrive avec un résultat SEO. Donc là, on n'a qu'un résultat référencement naturel et le reste du payant. Donc on entend souvent pourquoi payer des liens sponsorisés alors que le référencement naturel est gratuit. Il y a énormément d'annonceurs, de blogueurs, n'importe qui se pose la question, je suis bien positionné en SEO, pourquoi est-ce que j'aurais à payer de la pub pour être visible? Puisque en SEO je ne paie pas. Alors pas mal de chiffres issus d'AdWords, entre autres. Il faut savoir que 93% des internautes, ça c'est connu, utilisent majoritairement Google, donc c'est le moteur de recherche par défaut en France. C'est typiquement français, dans le monde on a un peu moins d'utilisateurs de Google. Aux États-Unis, Yahoo est encore intéressant, Bing est intéressant. En France, il y a Google et les autres. Et 74%, il y a une étude qui a été faite, 74% des internautes connaissent AdWords. Ils savent qu'il y a de la publicité dans le résultat des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grande partie qui ne sont même pas conscients de cliquer sur une publicité quand ils cliquent sur un lien AdWords. Ça, c'est intéressant. On continue avec les chiffres. Le taux de clic sur les annonces et le taux de clic sur la publicité. On a 45% des internautes qui cliquent sur de la pub AdWords. C'est-à-dire que quand il y a une requête qui est effectuée comme montre connectée, on va avoir pratiquement la moitié des internautes qui vont cliquer sur de la pub. 35% sur les liens textuels, 10% sur les annonces shopping avec les petites vignettes, et le reste va aux liens naturels. Donc clairement, si on se dit aujourd'hui, on prend la question, pourquoi faire du référencement payant alors que le référencement naturel est gratuit? Ok, on peut le faire, mais potentiellement on se coupe de la moitié du trafic, la moitié du business qu'on peut faire sur un résultat de recherche. Je suis premier aujourd'hui en SEO, c'est pas pour autant que je vais couper AdWords. En tout cas, moi je ne le ferai pas. Je ferai du Google Shopping, je ferai quand même des liens sponsorisés parce que typiquement, je ne pourrais pas réussir à récupérer tous les internautes rien qu'avec le SEO. On n'a pas le choix. Ça, c'est une enquête qui est sortie il y a très récemment. Je l'ai vue la semaine dernière. C'est un site e-commerce, Wayfair, c'est un site canadien. Bref, qui a fait une étude sur les taux de clic SEO qu'il a en fait sur ses résultats sur le desktop et l'évolution
des clics du SEO sur l'appareil mobile. Il faut savoir que depuis 2015, les clics sur le référencement naturel ont baissé de 25%. De moins en moins de trafic pour un site avec le SEO. Sur mobile, c'est encore pire. En bleu, c'est en 2015, en orange, c'est en 2016, moins 55% de clics sur le SEO mobile, sur les liens SEO mobiles. Et ce qu'on remarque, ce qui est assez impressionnant, c'est que le lien qui a le plus diminué en termes de clics, c'est la première position. C'est-à-dire qu'avant, on avait moins de publicité, on avait moins de Google Shopping. Aujourd'hui, systématiquement, si je fais une recherche d'achat pour un cadeau de Noël, systématiquement, je peux avoir Google Shopping qui va s'afficher en haut des résultats ou à droite, en tout cas qui va être très visible, qui va attirer l'œil. Ça va se développer, ça va être de pire en pire, en tout cas ça va se développer, avoir de plus en plus de publicité, et on peut se poser la question, sur un mobile, la ligne de flottaison, parfois, il n'y a que de la pub. Donc la publicité, si je veux faire du business avec un e-commerce, quasi obligatoire. Alors, on a vu que c'était obligatoire parce que ça génère du clic. Il y a pas mal d'avantages à la publicité sur les moteurs de recherche. Contrairement à un SEO, si la semaine prochaine je veux lancer un site pour me positionner sur un événement et avoir de la visibilité et drainer du trafic, c'est pas le SEO que je vais utiliser. Par contre, l'avantage d'une régie comme AdWords, c'est qu'en faisant de la pub, on peut se positionner quasi instantanément. Ça prend 5 minutes. Hein. On crée la campagne, enfin ça prend 5 minutes. La création de campagne dure plus longtemps, mais à partir du moment où je mets play, nos résultats vont être analysés par Google et en 5 minutes seront visibles dans l'interface. Visibles dans les résultats de recherche. Très intéressant. Il y a des mots-clés qui sont ultra difficiles à atteindre en SEO. Un mot-clé hyper concurrentiel, je vais me positionner sur téléconnecté. Amazon, Darty, c'est des dispositions visibles. On peut essayer de se batailler avec eux, on va essayer de se batailler, mais ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans avant de réussir à atteindre un top 3, alors qu'on peut essayer d'être visible en AdWords et optimiser son ROI pour que ça soit rentable. Intéressant. Totalement contrôlable, à l'inverse du SEO, on ne peut pas maîtriser directement l'URL sur lesquelles on va renvoyer un internaute par rapport à une requête ou le texte qui va s'afficher, on peut le modifier, mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple en AdWords, vous allez faire des requêtes à l'approche du Black Friday, donc c'était il y a peu de temps. Vous voyez que les résultats AdWords étaient hyper personnalisés par rapport au Black Friday. C'était très simple d'avoir personnaliser son annonce. En SEO, c'est un peu plus compliqué, ça prend plus de temps, puis ça peut avoir une efficacité négative, enfin ça peut être négatif. En AdWords, on peut personnaliser nos annonces pour attirer le clic, mettre du prix, ce genre de choses. On l'a vu, certaines expressions, AdWords est primordial, il capte une grande partie du trafic, indispensable. Et à l'inverse du SEO, où on va récupérer des positions potentiellement gérer du business, ça va être compliqué de savoir qu'est-ce qui nous a rapporté du business puisqu'il y a notre providing, on ne sait pas quel terme nous a rapporté du trafic. En AdWords, on a toutes ces données-là, on sait exactement sur quoi, quels mots-clés les internautes vont chercher pour arriver sur notre site. On est capable d'avoir une dépense par rapport à un mot-clé et un revenu par rapport à un mot-clé. Donc on est capable, très clairement, d'avoir un ROI d'un terme de recherche. Donc c'est très simple aujourd'hui d'avoir un ROI en AdWords. Il y a un e-commerce qui vient me voir qui me dit typiquement, moi je veux faire de l'AdWords, ok, je veux mettre 2 euros, je veux mettre 1 euro, je veux récupérer 5 euros. Donc là on a un objectif de ROI, on peut optimiser les campagnes dans ce sens-là. Alors il y a des inconvénients au SIA. Je vous l'ai dit, c'est payant, donc il faut payer chacun des clics. Sont payants, c'était un petit peu révolutionnaire AdWords quand c'est sorti, puisqu'à la base, la publicité sur le web, on payait au CPM. C'est-à-dire qu'on payait au nombre d'affichages, sans aucune garantie de générer du trafic, sans même aucune garantie de générer une visibilité de notre annonce. On pouvait être affiché en footer et ne jamais être visible. Par contre, on payait. On payait 1000 vues, ça coûtait tant d'euros. Avec AdWords, quand AdWords est arrivé, il a rapidement basculé vers un modèle au CPC, un modèle au clic. C'est-à-dire que c'est vraiment concret pour l'internaute, on paie un vrai visiteur, quelqu'un qui arrive sur notre site. Donc, par contre, il faut payer. C'est forcément un inconvénient. Autre inconvénient, on arrête les investissements sur AdWords où on n'est plus visible. Donc si on n'a plus de business, si on n'a plus de cash, on ne peut plus avoir de visibilité. Point négatif. Mal optimisé, ça peut coûter très cher, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'on fait une con. Je vais essayer de vous montrer les tips, les astuces, les choses qu'il faut éviter. Sur certaines thématiques, j'avais une confrère qui bossait dans le déménagement, les clics étaient à 10 euros. Un clic coûte 10 euros. Okay, donc si on optimise mal sa campagne, autant vous dire que ça part très vite et on flambe, on crame le budget. Et puis ça prend énormément de temps et sur ce point-là, un gros site e-commerce, forcément il y a plus de campagnes à créer, mais le temps n'est pas forcément en corrélation avec un budget.
Un petit annonceur qui a 500 €, la mise en place de la campagne peut prendre autant de temps, l'optimisation peut prendre autant de temps qu'une campagne à 5 000 € par mois. Ça, faut en être conscient. Avant de débuter toute la conférence, en tout cas rentrer vraiment dans le fond de la machine, il y a une page de résultat, il faut être conscient, il y a 3 acteurs, l'internaute, il cherche une information, l'annonceur, il cherche à vendre un produit, et là, Google, lui, c'est un intermédiaire. Je vais expliquer par rapport à AdWords ce que c'est. Google cherche à proposer les meilleurs résultats possibles pour ses internautes. Si les internautes trouvent leur information, ils vont continuer à utiliser Google. C'est exactement la même chose avec AdWords. Il a tout intérêt à afficher les meilleures publicités dans ses résultats de recherche par rapport à un mot-clé. Pourquoi? Si l'internaute trouve que la publicité est pertinente, il continuera à cliquer dessus. Et il faut savoir qu'AdWords, c'est aujourd'hui 97% du budget, du CA généré par Google, c'est grâce à AdWords. Si aujourd'hui AdWords est la deuxième entreprise la plus cotée en bourse, c'est grâce à ces liens qu'on a vus, grâce à des clics sur des publicités. C'est assez fou, mais c'est comme ça. 97% du business de Google, plusieurs milliards, c'est AdWords qui lui génère. Ok, on a vu un petit peu ce que c'était qu'AdWords. On peut se poser la première question. Comment Google définit les positions sur AdWords? Google utilise un système de mise en concurrence pour définir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième position, etc., etc. Il y a bien sûr ce que l'annonceur est prêt à payer, donc une enchère maximale. Ok, moi je suis prêt à payer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 € ou 20 centimes. Et il y a également un autre élément qui rentre en compte dans le classement, c'est cet élément de qualité qui est important également pour Google AdWords, c'est ce qu'on appelle le Quality Score. Le Quality Score, c'est une note basée de 0 à 10. 0 très mauvais, 10 excellent. Donc le classement des annonces et des classements des annonces sur AdWords est basé sur l'enchère et le Quality Score. Donc, par exemple, ici il y a un calcul. Il y a des annonceurs qui ont des CPC différents. Donc, par exemple, il y a le premier annonceur qui a un CPC max de 2 $. Il a un Quality Score lié à son mot-clé de 10. Donc l'AdRank, le classement de son annonce, c'est son bid maximum multiplié par son score de qualité. Il obtient un score de 20, ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le deuxième annonceur, lui, est prêt à payer 4 $. Par contre, son niveau de qualité est beaucoup plus faible et seulement de 4. Il obtient un AdRank de 16, donc en payant plus cher, il est quand même en deuxième position. Celui qui a une meilleure qualité, il peut payer ses clics moins chers. Donc d'où le travail sur les annonces, les mots-clés, les pages de destination, tout ça est là. Le Quality Score, cette note de qualité, est basée sur 3 éléments. Il est basé sur le CTR, donc forcément Google lui récupère de l'argent quand on clique sur cette pub, donc si notre annonce est très attrayante, elle va générer un CTR élevé. Sur 100 internautes, s'il y en a 20 qui cliquent, c'est génial. Si par contre notre annonce est merdique et qu'elle ne génère pas de clics, Google aura tendance à nous mettre un Quality Score plus bas, puisque quand on est visible, de toute façon on n'est pas cliqué. Il y a la pertinence de l'annonce. Donc est-ce que l'annonce est en cohérence avec le mot-clé? Et enfin, il y a la convivialité. Alors ça, c'est Google qui nous dit convivialité de la page de destination. Est-ce que la page de destination est pertinente? Donc un site qui met 3 secondes à charger, en général, aura une mauvaise note liée à la convivialité de la page de destination. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Ouais. Du coup, c'est lié aux indicateurs qu'ils ont à côté, genre PageSpeed et... Il ne le dit pas clairement. En fait, très clairement, il dit un site rapide, du contenu de qualité et une page en cohérence avec le mot-clé et l'annonce. Mais il ne donne jamais exactement ce qu'est le Quality Score, mais globalement, une page qui correspond bien à la requête et qui se charge vite et qui est plutôt bien faite. Si par exemple on a un annonce sur mobile et que notre site n'est pas responsive, on va se taper une note merdique. Oh, ouais. Le niveau de flux là-dedans, il n'est pas évident à estimer, je crois. Le niveau de flux Google, c'est un peu ce qu'ils nous vendent. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Je sais que ça va sur les poètes. Samy, je pense que c'est un peu aléatoire, mais c'est comme ça. Les notes de Quality Score? Ah, par rapport à ça, alors ça, c'est pas Google qui l'a fait visuel. Alors moi, ce que je sais, c'est que très clairement, dans le compte, on a cette note-là. C'est transparent, on a la note. Et depuis 6 mois, ou un peu plus, ils l'ont détaillé, le détail de la note. Avant, on avait un Quality Score. J'avais un Quality Score de 6. Je savais pas si ce qu'il déconnait, enfin, il me disait si c'était bien, suffisant ou supérieur à la concurrence. Et
Aujourd'hui, on a même l'historique de cette note-là. Mais globalement, contrairement au SEO, c'est très obscur. En général, quand on fait une modification, on améliore son annonce, le quality score il évolue tout de suite. Et il évolue tout de suite, c'est-à-dire que je fais une modification, le lendemain, s'il y a assez de données, ça va s'améliorer. Et moi, j'ai fait des analyses, enfin j'ai analysé, par exemple, j'avais en tête un exemple, je bossais pour un site qui vendait des bidous. Le mot-clé principal, c'était le principal pour le trafic, c'était limite le 20-80, c'était un mot-clé, il fallait être dessus. On avait un quality score de 8 sur 10, qui était quand même pas mal. On est passé, au bout d'un an et demi de boulot, à essayer de changer les annonces, à travailler, on est passé à 10. On avait un CPC de 30 centimes. Pour les mêmes positions, je suis passé à 3 centimes. Bien. Donc en gros, j'avais mon enchère, j'étais prêt à payer 8 centimes, mais j'étais largement meilleur que les autres, donc je payais 5 centimes le clic, alors qu'avant je le payais 25, 30. Donc rien que ça, j'avais le même trafic, mais je payais moins cher, donc le ROI explosait. Le quality score est très important. Après, là où Google nous pipote potentiellement un petit peu, c'est qu'entre ces trois indicateurs, celui qui a le plus de poids, c'est celui-ci. C'est celui qui l'intéresse. Il veut des annonces cliquées, celui c'est fait du business. Donc on peut avoir une super page, mais par contre, si on travaille vraiment bien sur l'annonce, en général, on a une meilleure performance. Comment sont définis les CPC? Donc là, c'est un peu plus complexe. On a vu, la DRANC, c'est la position d'une annonce, okay, par rapport à l'enchère versus quality, fois quality score. Qu'est-ce que c'est que comment sont définis les CPC? Le calcul, c'est l'ALRank de l'annonceur juste en dessous. Par exemple, on a vu, là, on a un annonceur qui est prêt à payer 30 centimes, qui a un quality score de 8. Son AdRank, on l'a vu, est de 2,4, donc il est premier, puisqu'il a un AdRank de meilleure qualité que les autres. Il est prêt à 30 centimes, il est prêt à payer 30 centimes, c'est pas pour autant qu'il va payer 30 centimes, il va payer moins. Comment est-ce que ça se passe? On prend l'AdRank de l'annonceur qui est classé deuxième en fonction on prend l'AdRank de l'annonceur qui est classé deuxième, donc ici, l'AdRank, c'est 2. On le divise par notre quality score qui est de 8, plus 1 centime, donc là l'exemple est faux parce que normalement ça fait 26 centimes, peu importe. Donc là, moi je suis prêt à payer 30 centimes, et pour ma première position, Google me fait payer 25 centimes. Le deuxième, ok, il a un AdRank de 2, celui juste en dessous a un AdRank de 2,6, il a un quality score de 5, 1,6 divisé par 5 plus 1 centime, il va payer 32 centimes. Donc on le voit en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le quality score va avoir un impact sur le CPC direct, puisque le premier paye 25, le deuxième est moins bien classé, il a moins de trafic, il paye plus cher, 32, le troisième paye 75, et le quatrième paye moins cher, 70. Donc c'est pas uniquement l'enchère qui va définir ça. Et on aura beau mettre, imaginons que cet annonceur-là, qui a un quality score de 5, pour me passer devant, il va devoir mettre une enchère potentiellement ultra importante. D'où l'intérêt de travailler sur le quality score. Donc, point important, un annonceur peut être classé premier sans avoir l'enchère la plus élevée, et un annonceur classé premier peut payer moins cher que le deuxième. Ça récompense la qualité et pas seulement le budget. Si Google s'était basé uniquement sur un système de budget, on n'aurait que du Cdiscount, que du La Redoute, et un petit annonceur ne pourra jamais s'afficher. Là où l'annonceur peut faire la différence, c'est s'il travaille bien ses annonces, s'il travaille bien son compte AdWords, il pourra potentiellement être mieux affiché et payer moins cher. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc là, pour moi, j'ai fini un petit peu rapidement la théorie. On va passer à un cas pratique. Alors, j'ai mis des saucisses, vous allez voir pourquoi. Cas pratique, là, je me suis mis dans la peau en fait d'une agence, d'un prestat, qui a une demande d'un annonceur qui a un site e-commerce et qui veut générer du business sur son site e-commerce, qui a pensé à AdWords. Et comment, malgré un budget plutôt limité, je vais faire pour qu'il génère du CA sur son site. Comment faire ce budget-là soit bien maîtrisé et qu'on dépense 500, qu'on en rapporte 5000, le maximum possible. Grâce à AdWords. Bon, la photo n'est pas très contractuelle parce que je vous parlais de saucisses de Morteau et là on n'est pas dessus, mais c'est pas très grave. Donc, cas pratique, contexte. C'est vraiment un site commerce, moi j'achète des produits, parce que j'ai vécu un peu à Besançon et ils ont des super saucisses de Morteau, du super comté, bref, c'est un cas concret. Donc Marcel, il possède une boutique physique à Besançon, qui s'appelle Tout Direct. Il commercialise les meilleures saucisses de Morteau de la région, ok, c'est plutôt vrai, je confirme. Depuis quelques semaines, il dispose d'un joli site web, il est possible d'acheter et de se faire livrer dans toute la France tous ses produits franc-comtois. Par contre, ses ventes ne décollent pas et il a entendu parler d'AdWords.
Et le référencement, lui, il a envie de générer du business tout de suite. Il sait que le référencement, ça prend du temps. Il n'est pas contre, mais bon, AdWords, voilà, il a envie de générer du business tout de suite. Donc lui, il vend saucisses morteau, fromage, épicerie fine, etc., etc. Ok, on a l'information. Premier élément dans une campagne AdWords, c'est de définir l'objectif de la campagne. Il y en a plein, il y a plein d'objectifs différents. AdWords, on peut faire plein de choses. J'ai pris quelques exemples. Une marque qui lance un nouveau yaourt. Les yaourts sont en vente chez Auchan, Carrefour, etc., les grandes distributions. Qu'est-ce qu'il veut faire avec... quel est l'objectif pour lui, c'est de développer la notoriété du produit et indirectement les ventes en magasin. C'est pas via AdWords qu'on va générer des ventes sur un site e-commerce. Juste qu'il y ait plus de ventes en boutique. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le display, les bannières. Là, on ne va pas en parler de façon précise, mais il est possible, via le réseau AdSense, d'afficher, de faire de la bannière, d'afficher, de développer la notoriété d'une offre. Donc là, par exemple, je pourrais faire du lien, mais je pourrais dire, voilà, ce qui est pertinent de faire avec AdWords pour ce site-là, qui veut développer la notoriété, c'est une campagne d'affichage, campagne display. Qu'est-ce qu'on va traquer? On va regarder le nombre d'impressions des bannières. Avec un nombre d'impressions, on pourra dire, globalement, on a été vu par tant de personnes, on a essayé de développer la notoriété de telle manière. Deuxième exemple, site e-commerce de chaussures, type Sarenza. Lui, un site e-commerce, qu'est-ce qu'il veut? C'est générer des ventes. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Campagne textuelle classique, du Google Shopping. Qu'est-ce qu'on va traquer? Les ventes avec un code de tracking sur la page de confirmation. Basique. Troisième exemple, Renault lance un nouveau modèle de véhicule. Quel est son objectif? De faire tester le véhicule à des acheteurs potentiels. On ne peut pas encore acheter de voiture sur Internet. Par contre, il a compris que quand un internaute se déplaçait dans un garage pour tester un véhicule, il avait plus de chances d'acheter le véhicule qu'un internaute lambda. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Une campagne search. Et qu'est-ce qu'on va traquer? Validation du formulaire de demande de rendez-vous. Autre exemple, application de jeu. Qu'est-ce qu'on veut? C'est pousser les mobinautes. J'aime pas trop ce mot. Les mobinautes à télécharger son application. Il y a une typologie de campagne dans AdWords, campagne universelle de promotion d'application, qui permet de développer et de choper de la visibilité pour développer les téléchargements. Donc on va traquer les téléchargements. Et enfin, un autre cas, une pizzeria qui lance son service de livraison. Qu'est-ce qu'on va faire? Accroître le nombre de livraisons. On va lui proposer une campagne search, plus une campagne de promotion d'appel, puisque qu'est-ce qu'on va traquer? On va vouloir que les gens appellent, prennent leur téléphone et fassent une livraison. Voilà, là pour dire, avant de commencer toute chose, déjà on définit, ok, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme solution? Et qu'est-ce qu'on va traquer? Si on n'a pas ces trois éléments-là, déjà ça part mal, parce qu'on ne pourra pas savoir si notre campagne est performante ou pas. Donc, pour Marcel, c'est assez simple. Marcel, il dispose, lui, d'un site e-commerce, on l'a vu. Il veut générer du CA directement sur sa boutique. Et on l'a questionné. Ce qu'il nous dit, c'est que Marcel, ici, dépense 1 euro, donc il rapporte 5 euros. Si on dépense 1 euro et rapporte 3 euros, ce ne sera pas rentable, avec la marge de ses produits, les salaires et compagnie. Donc on a défini un ROI. Pourquoi je dis définir un ROI, c'est important? Parce que comment je vais faire pour dire si ma campagne est performante ou pas, si elle coûte de l'argent, si elle en gagne? Premier élément, on va définir déjà jusqu'à combien on peut dépenser par rapport à un gain. Pour 10 euros, on peut claquer combien? Si ta marge est de 30%, on ne va pas claquer 7 euros. Hein? Autrement, on gagne 0. Donc on a deux solutions. On va faire des campagnes search sur lesquelles on va se concentrer, et on pourrait faire une campagne Google Shopping. J'en parlerai peu, j'en parlerai pas, Google Shopping. Et qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer les ventes, mesurer le ROI des campagnes, et on va placer un code de tracking sur la page de confirmation de commande. Donc là, pour cette campagne-là, on connaît le ROI, on sait ce qu'on va mettre en place, et on sait comment on va le mesurer, ce qu'on va mesurer. Ok, on peut partir sur les assets. Première ligne. AdWords, ça reste une plateforme d'achat de termes de recherche, de mots-clés. Marcel, il a un budget limité. Quand je dis budget limité, il peut avoir 500 euros par mois, même moins. On peut faire de l'AdWords à partir de 2 euros. Enfin, il n'y a pas de limite de budget, c'est l'avantage d'AdWords. On peut faire de l'AdWords avec très peu de budget. Bon, par contre, on aura très peu de clics, donc la performance ne sera pas là. Mais Marcel, il dispose d'un budget limité et il a dit qu'il voulait générer du business rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'acheter des mots-clés qui sont déjà bien avancés dans un processus d'achat. Ce modèle-là, je ne sais pas si vous le connaissez, un modèle marketing, attention, intérêt, désir et achat, acte d'achat. On peut répartir l'ensemble des mots-clés, enfin l'ensemble de termes de recherche dans cette pyramide inversée-là. C'est-à-dire que saucisse, fromage,
On ne sait pas ce que l'internaute cherche derrière. Il peut chercher la cuisine, il peut chercher des recettes, il peut chercher à acheter, on ne sait pas. Globalement, ça pourrait être un mot-clé ici. Il peut chercher ce qu'il veut, mais il peut chercher plein de choses. Par contre, donc ça, ces mots-clés, on va peut-être éviter de les acheter, parce que finalement, on va générer beaucoup de trafic, mais pas de conversion. Par contre, on va se concentrer en bas de la pyramide inversée, où les requêtes sont vraiment hyper précises, où on sait que l'internaute veut acheter quelque part les produits qu'on a en boutique. Donc on va plutôt acheter saucisse de morteau en ligne, prix saucisse de morteau. Voilà, c'est très basique, mais si on a peu de budget, on ne va pas s'amuser à acheter des mots-clés hyper recherchés, on va acheter des mots-clés qui potentiellement un taux de conversion important. Ça va toujours? Il y a pas mal d'outils pour trouver des mots-clés dans AdWords. J'en ai mis un listing. Moi, pour un site comme celui-ci, ce que j'utilise le plus, je ne m'embête pas avec énormément d'outils, j'utilise énormément Google Suggest. Par exemple, j'ai fait une requête vente saucisse de morteau. Google me propose déjà pas mal de termes qui pourraient être intéressants. On a saucisse de morteau, achat en ligne, prix saucisse de Montbéliard, véritable saucisse de morteau, prix au kilo. Déjà, j'ai des idées. Déjà, je peux commencer à acheter ces mots-clés. On a défini les objectifs, comme on a les mesurés, le ROI, on a à peu près l'idée des mots-clés qu'on va acheter. À partir des mots-clés qu'on va acheter, de l'offre qu'on a, on va définir une bonne structure de compte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu à quoi ressemblait un compte AdWords. Un compte AdWords, donc le compte c'est tout ça. On a des campagnes qui sont à ce niveau-là. La spécificité des campagnes, c'est qu'on va attribuer un budget à la campagne. Si on va attribuer une langue, donc par exemple si on cible le marché français, cette option-là sera activée ici. Si on cible le marché anglais, cette option-là sera activée ici. On ne pourra pas avoir un groupe d'annonces qui cible le français et l'anglais. Voilà. Le budget, il sera attribué ici. Il y a pas mal d'options qui sont attribuées à la campagne. On a des groupes d'annonces, par exemple fromage, campagne, groupe d'annonces, des familles de fromage. Dans chaque groupe d'annonces, on a des mots-clés que l'on achète sur lesquels il est visible. Et ensuite, on a des annonces qui correspondent aux mots-clés qu'on a achetés. Okay ? Donc, d'où l'intérêt d'être assez granulaire pour que les mots-clés, le groupe d'annonces qui contient les mots-clés correspondent exactement aux annonces. On va essayer de ranger ça comme ça. Bon, c'est simplement une structure de compte. Basiquement, il y en a plein. On peut discuter pendant des heures, mais ça correspond un petit peu à son site. Là, si on est sur un site assez classique qui propose des produits, on peut reprendre l'arborescence si elle est bien faite. C'est pas sorcier. Campagne, c'est une famille de produits. Un groupe d'annonces, c'est un type de produit. Fromage, les types de fromage. Par contre, une erreur qu'on peut faire au départ, c'est de penser à la répartition du budget de la structure de la campagne, c'est-à-dire si j'ai une campagne qui comprend trois groupes d'annonces, un groupe d'annonces hyper populaire par exemple, les trois quarts des recherches sont effectuées sur les saucisses de morteau, puis j'ai les produits un peu moins populaires et j'ai que 20 € du budget pour la campagne et 19,5 € sont pris par rien qu'un groupe d'annonces, mais les autres ne seront jamais visibles. Donc peut-être que s'il y a des groupes d'annonces qui écrasent d'autres, peut-être que je scinde en fonction de l'idée du budget. Est-ce que ça, vous arrivez à voir un petit peu? Ok. Par exemple pour Marcel. Marcel est une structure de campagne très très simple. La boutique de Marcel, ok. Saucisse, une campagne saucisse, deux groupes d'annonces, saucisse de morteau, saucisse de Montbéliard. Donc là, on va acheter que des mots-clés liés à saucisse de morteau, ici que des mots-clés liés à saucisse de Montbéliard. On aura des annonces qui correspondent. Une autre campagne fromage, avec le Morbier, le Comté, la Concoyote, trois groupes d'annonces. Et enfin, une campagne franc-comtois, où là, ça sera plutôt des mots-clés type acheter produits franc-comtois, produits franc-comtois en ligne, livraison de produits franc-comtois. Ah, c'est ça. Est-ce que vous connaissez les différentes correspondances de mots-clés sur AdWords? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, on achète des mots-clés sur AdWords, mais on a différentes façons d'acheter des mots-clés sur AdWords. C'est un petit peu là la spécificité du système. On a différentes correspondances, des correspondances dites requêtes larges, modificateurs de requêtes larges, expression exacte, mots-clés exacts, et on peut exclure des mots-clés. Je vais vous montrer quelles sont les différences entre ces différentes correspondances qui sont essentielles, qui peuvent avoir un impact très très fort sur le budget qu'on va potentiellement cramer ou bien optimiser. Première correspondance qui est la correspondance par défaut et que j'ai mis en rouge volontairement parce que c'est la correspondance à éviter absolument. C'est-à-dire que dans AdWords, on va par exemple acheter le mot-clé saucisse de morteau et on a différentes orthographes. Ces orthographes limitent le déclenchement. Saucisse de morteau
qui est inclus comme ça dans la plateforme AdWords, une correspondance large, on va potentiellement s'afficher sur le mot-clé saucisse de marteau, ce qui est normal, mais on va pouvoir s'afficher sur des variantes proches, on va même pouvoir s'afficher sur des synonymes et des recherches associées. C'est-à-dire que potentiellement, mon annonce pourrait être déclenchée sur la requête saucisse de Toulouse, qui n'a rien à voir, il n'y a pas de saucisse de Toulouse. Donc on pourrait même s'afficher sur saucisse de Strasbourg ou Knacky. C'est la même chose, ou jambonneau. C'est des synonymes pour Google. Donc lui, Google, c'est un peu comme si on lui donnait la carte bleue, puis vas-y, dépense ce que tu veux. Donc ça, à bannir, c'est vraiment très mauvais. Google a créé une autre correspondance, qui est le modificateur de requête large. Comment il se caractérise dans la plateforme avec des plus devant chaque mot. Plus mot, plus clé. Donc par exemple, pour saucisse morteau, plus saucisse, plus morteau. Comment ça fonctionne? Comme le large, on peut s'afficher sur saucisse morteau, mais on pourra s'afficher sur n'importe quelle requête qui comprend saucisse et morteau. Par exemple, saucisse bio de morteau s'affiche. Acheter saucisse bio morteau, ou je suis malade avec ma saucisse parce que j'ai mangé une saucisse morteau, je m'affiche quand même. Et par contre, il y a saucisse et morteau dedans. Il peut y avoir des mots au milieu, avant, après, mais peu importe. Déjà, on est sur saucisse morteau. Troisième correspondance, la correspondance expression exacte, qui est entre guillemets, que j'utilise moins, j'utilise maintenant plutôt le modificateur de requête large, mais ça se caractérise par le mot-clé entre guillemets, saucisse morteau entre guillemets. Donc là on s'affiche sur saucisse morteau, mais aussi des variantes proches, avec des mots-clés supplémentaires ou avant-après. Recette saucisse morteau, quelle est la différence avec le modificateur de requête large? Je ne peux pas avoir de mots-clés entre saucisse et morteau. Acheter saucisse morteau, ok. Acheter saucisse bio morteau, non. Et enfin, celle qu'il faut privilégier, le mot-clé exact, donc qui est entre crochets, saucisse morteau, et là je m'affiche sur saucisse morteau, mais alors au pluriel singulier avec une faute, mais ça sera que ce mot-clé-là, hyper précis. Donc quand on a défini ces éléments-là, il faut être conscient que, voilà, comment on les achète. Il ne faut surtout pas, moi j'ai vu des comptes où j'arrive, on me demande, ouais Pierre, qu'est-ce que tu penses de ma campagne, et là, horreur, je vois 200 mots-clés en requête large, bah, le budget c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai un exemple sur requête large. Ouais. J'ai bossé pour un couvreur Vivonne. Oui. Requête large, couverture Poitiers, les gens qui cherchent sécurité sociale Poitiers. Ben voilà. Et ça s'appelle un synonyme pour Google. Pour moi, c'est un synonyme. Couverture sociale, enfin sécurité sociale, couverture santé. Ouais, mais non, mais c'est pour ça. Mais par contre, on peut regarder les termes de recherche sur lesquels on est fichés, mais par exemple, si on utilise ça et ça, Google a mis en place ce qu'on appelle les mots-clés à exclure. Donc ça se caractérise pas moi, maintenant c'est plus vrai, mais on peut dire, par exemple, on voit ça, on dit bon bah sécurité sociale, je ne veux pas être affiché. Alors puis par contre c'est un boulot de fond. Et genre, quand tu fais des requêtes larges comme ça, tu peux vérifier avant les synonymes qui risquent d'être. Non. Et Google Suggest, il ne ferait pas ça. Non. En gros, en fait, tu peux vérifier a posteriori. Tu vois, tu surveilles, en fait, tu as un onglet dans AdWords, termes de recherche. Il faut bien différencier le mot-clé que tu achètes et le terme de recherche. Donc, au bout d'une semaine. Tu vois, c'est que si au bout d'un moment, Google considère que c'est un synonyme couverture sociale et coupée. Google Suggest ne fait pas ressortir à un moment, tu vois, ce genre d'aberration. Il n'y a pas d'outil. Moi, j'adorerais un outil qui te dit t'achètes ça, est-ce que ça sort en requête large? Par contre, tu as un outil qui est vérification si une annonce s'affiche bien. Donc, tu peux mettre en place ton annonce et tu peux essayer de faire des requêtes pour voir si ça déclencherait sans pour autant payer potentiellement ton annonce. Mais si tu fais du large, il faut travailler avec une tonne de mots-clés à exclure, parce qu'il faut surveiller, c'est du temps. Et j'avais une autre question, c'était pour le mot-clé exact. À partir de quand, en fait, il considère que c'est un mot-clé exact, parce que là, tu as saucisse morteau, deux morceaux qui est ciblé. Ouais. Tu vois, à partir de quel moment, le 2, le D, La définition de Google, c'est à partir du moment où ça ne modifie pas l'intention de recherche de l'internaute. Ouais, c'est-à-dire que deux fautes, morteau, M-O-R-T-O, va t'afficher. À une époque, c'était pas vrai. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est-à-dire qu'à une époque, si tu voulais le mot-clé exact, il fallait limite acheter avec le pluriel ou singulier, avec des fautes sans faute. Maintenant, tu achètes le mot-clé exact classique, tu vas t'afficher sur tout ça. Mais concrètement, ça change peu de choses. Et c'est pas plus mal parce que ça fait des comptes plus sains. Avant, tu avais 40 000 mots-clés avec des fautes, des trucs, c'est chiant. Ce qui est plus le cas maintenant. Donc j'en reviens, privilégier la correspondance exacte. Tout à l'heure, on parle de terme de recherche, c'est clair, on peut avoir dans une interface un mot-clé, c'est simple, c'est un plus, voilà, ou un mot-clé en large, tu dis bon, bah, j'achète ça, je suis affiché sur ça, quand tu es débutant, tu sais pas. Et là, horreur, tu vas dans le terme de recherche et puis tu vois, en fait, c'est exactement un iceberg. En fait,
saucisse de morteau qui est en large, tu t'es jamais affiché sur saucisse de morteau, tu t'es affiché sur toutes les expressions synonymes dégueu, acheter, mauvais saucisse de morteau, Jean-Pierre Coff saucisse, c'est la merde. Ah voilà, non mais globalement, tu peux tout avoir. C'est ça. Et autre point important à privilégier avec l'exact, c'est-à-dire qu'il faut bien penser, tout à l'heure on a parlé de quality score. Quality score, c'est l'annonce, enfin le mot-clé, l'annonce, la page de destination. Si j'ai une annonce qui parle de saucisse de morteau, une page de destination qui parle de saucisse de morteau, et que j'achète exactement le mot-clé saucisse de morteau, je dois avoir un bon quality score. Par contre, si j'achète en large, et que potentiellement c'est un interro qui clique sur saucisse, qui cherche Knax de Strasbourg, mon annonce elle est plus pertinente, ma page de destination est plus pertinente, donc mon quality score va baisser. Donc, pour ça qu'il faut privilégier l'exact, que l'exact va favoriser le quality score. L'exact va faire baisser son CPC. Et Google, lui, c'est un petit malin parce que nous, en gros, lui, il nous fournit du business, mais il travaille contre nous. Je m'explique. J'ai saucisse de morteau en large modifié, en large à 60 centimes. J'achète le même mot-clé en exact à 50 centimes. Je vais déclencher le mot-clé, vous venez l'enchère, vous savez, je ne vais pas s'embêter. Donc moi je me dis, bah non, saucisse de morteau, je l'achète en exact. Enfin, il dit le contraire, mais j'ai 1000 exemples où c'est pas vrai. Et je me dis, bah non, je l'ai en exact, donc voilà. Ah non, il faut faire attention à l'enchère qu'on est prêt à payer. Google, lui, il a un algorithme qui joue contre nous pour comment faire le plus de business possible avec cet annonceur. C'est ça. C'est bon pour vous? Payer les clics les moins chers possibles. Exemple, dans l'interface AdWords, j'ai le mot-clé, ok, je suis éligible, CPC max, c'est l'ensemble des informations, l'impression, le clic, le taux de clic, auquel CPC moyen. Et là, on a ce qu'on appelle le niveau de qualité. J'ai deux mots-clés. Donc, je l'ai bien dit, hein, niveau de qualité, c'est 100 dans 3. Donc, la note, là, je suis meilleur que les concurrents, quality score de 10. Donc, mon CPC, typiquement, il est vraiment super bas. Là, j'ai que 3 sur 10, il me dit, où je suis mauvais, c'est clairement la page de destination qui n'est pas bonne et l'annonce qui est à retravailler. Là où je veux en venir, c'est que cet indicateur de quality score, il faut vraiment le travailler en continu et pour obtenir à la fois des meilleures positions et payer les clics moins chers. Il y a une étude qui a été faite, c'est pas moi qui l'ai réalisée. On a l'impact du score de qualité dans les CPC des mots-clés. C'est-à-dire que quand j'ai un quality score de 5, ça n'a pas d'impact potentiellement sur le CPC. Mais dès que je commence à avoir des notes de meilleure qualité, je vois 6, ça a un impact à hauteur de 16%. Je peux potentiellement payer les mots-clés 16% moins cher. 28 et quality score de 10, là mon CPC dégringole. Par contre, si j'ai un quality score inférieur à 5, c'est négatif, je vais payer, le quality score me faire payer de plus en plus cher. Donc ça, il faut en être conscient, le quality score joue à fond là-dessus, donc il faut travailler sur le quality score, surtout quand on n'a pas de budget. Puis même quand on en a. Astuce pour améliorer le quality score, on l'a dit, ajouter les mots-clés en exact, vérifier la pertinence des termes de recherche. On a un affiché en large, on va regarder sur quoi on est affiché, on va dégager tout ce qui n'est pas pertinent, c'est essentiel. Si typiquement mon site n'est pas responsive, j'ai pas de site mobile, bah, j'arrête d'annoncer sur mobile. C'est plus simple que ça, hein. On ne va pas dépenser de l'argent sur une plateforme sur laquelle on n'est pas visible. Si je fais la livraison, je suis une pizzeria, je fais la livraison à Poitiers, bah, je vais limiter mon affichage à Poitiers à Saint-Brieuc proche. Je ne vais pas afficher sur la France. Ouais, ça c'est tout bête, on peut le faire via la plateforme, mais il y en a des milliers des exemples comme ça. On va faire des tests AB, on va tester nos annonces en permanence. Je vais vous montrer ce que c'est que les extensions d'annonces. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une bonne annonce et ce qui compose une annonce. Il y a énormément d'extensions, ce qui favorise aussi le taux de clic sur les annonces et qui est en train de petit à petit de tuer le CTR du SEO. Et voilà, on envoie l'internaute sur les bonnes pages. Utilisez les bonnes extensions d'annonces. Donc là, j'ai essayé sur saucisse de morteau, mais les annonceurs ils sont pas très bons, donc il y a peu d'extensions d'annonces. Donc là, j'ai tapé robe de soirée courte dans Google. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là, mais bref, peu importe. À la base, une annonce AdWords, c'est ça, c'est un titre, une description et une description longue et une URL. Mais là, les annonces, elles se composent d'énormément d'extensions. On a une extension de prix ici qui se déclenche automatiquement à partir du moment où je suis client chez Trustpilot, à vérifier, toutes ces choses-là. Donc ça, on ne peut pas trop jouer là-dessus. Par contre, on a une extension de lien annexe. Donc typiquement, l'internaute, il cherche une saucisse de morteau. Je pourrais faire des liens annexes
vers les saucisses de Montbéliard, vers les paniers garnis, vers le fromage, voilà. Et on a des extensions de prix. Alors là, j'ai mis une capture sur desktop, mais sur mobile, l'extension de prix, c'est des placards énormes, vous avez des gros encarts. Par exemple, ça serait robe rouge à partir de 9 €, robe longue à partir de 2 €. Et c'est énorme, donc ça prend une place folle. L'extension de prix, c'est juste, ça tue quoi. Et en dessous, j'ai d'autres extensions. Donc c'est chez Azos, extension d'extrait de site, par exemple, typiquement, moi je fais des saucisses morteaux bio, producteur du coin, sans OGM, etc. Je pourrais mettre tous ces éléments ici. Ça serait hyper intéressant, parce que l'internaute qui clique, il a déjà énormément d'annonces, donc avant de cliquer, il sait sur quoi il est cliqué, donc s'il clique, c'est-à-dire qu'il est déjà informé et il a plus de chances de convertir. Voilà, donc il y a énormément, et ça favorise le CTR, donc ça favorise le quality score. Donc pour Marcel, qu'est-ce que je mets en place comme extension? Moi je mets en place l'extension lien annexe, donc tous ces produits dans les extensions, toutes les typologies de produits. Extension d'accroche, par exemple, je peux mettre livraison gratuite, je livre en 48 heures. Bon, le retour, ça se fait pas pour la bouffe, mais par exemple, colis réfrigéré, enfin, colis voilà, réfrigéré qui est très intéressant. On pourrait mettre en place des extensions d'extrait de site, donc intéressantes, utiles pour le client. Donc ça peut être bio, pas bio, etc., etc. Les extensions de prix à partir de, par exemple, on voit que la requête prix au kilo est hyper recherchée. On pourrait mettre le prix des produits au kilo. L'extension d'avis, et on peut même avoir, alors les extensions d'avis, on peut même, par exemple, si je suis cité dans le journal du coin, je peux même carrément mettre la citation dans mon annonce. Par exemple, si le journal local à Besançon interviewe le boss et dit voilà, ça fait depuis 12 ans qu'on a été les premiers, la première boutique à Besançon à vendre ce typologie de produit-là, on peut carrément mettre la citation dans l'annonce. Alors ça te fait une ligne en plus, l'annonce est de plus en plus grande, les CTR sont bien. Voilà pour les extensions d'annonce, point hyper important. On continue, 7e, susciter l'envie. Plus ça colle avec l'actualité du moment, l'envie, bon, bref. Non, l'envie d'avoir envie, on va peut-être couper là. Il est possible de cibler les internautes qui ont déjà visité notre site. Ce qu'on constate, ce que Google constate, c'est qu'en général, un internaute qui nous connaît et qui est déjà venu sur notre site, il a plus de chances de convertir. Le taux de conversion est meilleur. Qu'est-ce que je peux faire pour être sûr de générer la vente et de piquer la vente et pas qu'elle parte chez un concurrent? Quand il est en train, en général, l'internaute, il va sur un site, il revient de l'état de recherche, il va voir la concurrence. Là, je dois absolument l'appâter, le choper. Je peux afficher directement des codes promo dans mes annonces. Mais j'ai pas envie de les afficher à tous les internautes, parce que j'ai pas envie de rogner ma marge tout le temps. Par contre, je peux les afficher que pour les internautes connus ou que pour les internautes qui ont ajouté un produit au panier sans pour autant avoir acheté. On peut aller jusqu'à là, sur le détail. Donc là, par exemple, j'ai fait un exemple fictif, 5% de réduction sur toute la boutique avec le code double. Voilà, donc ok, moi ça me coûte un petit peu, mais là je suis sûr de générer la vente. Je mets ça, j'arrive le voir, taux de conversion, 20%, ok, ben je signe, quoi, je le fais. Ça évite qu'ils partent à la concurrence, si le concurrent est moins cher, là je récupère la vente. Mais on peut aller plus loin, par exemple pour les internautes qui sont déjà venus sur notre site, par exemple dans le tourisme, c'est vraiment fait. Enfin, ils le font vraiment, ils personnalisent carrément le texte de l'annonce. Et en gros, on peut mettre le code promo ou alors une offre spéciale aujourd'hui seulement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les cookies en fait, des gens qui sont allés sur le site et... Ça se base sur Analytics. En fait, sur Analytics, on peut faire des listes d'audience. Donc moi, typiquement, je vais faire une liste d'audience sur les gens qui sont venus sur mon site, les 30 derniers jours. Les gens qui sont venus sur mon site qui ont acheté, les gens qui sont venus sur mon site qui ont ajouté au panier sans acheter. Exemple de 3 listes d'audience. Je vais mettre des enchères plus ou moins élevées. Alors, je ne vais pas mettre une enchère d'idée, je vais dire plus 10% sur l'enchère d'un mec qui est déjà venu chez moi, plus 50% d'un gars qui est déjà venu chez moi qui ajoute au panier qui va acheter. Donc là, au lieu d'être 3e, je vais être premier sur la requête. Et je vais dire vachement vite parce que je sais que ce mec convertit. Donc là, tu le cibles comme ça, quoi. Tu peux aller jusqu'à mettre des codes promo, on met un message différent. C'est un boulot de fou, hein. Et tu peux mettre un message différent. Tu peux même mettre une annonce. On peut aller hyper loin, mais dans les annonces, sur mobile, c'est rogné. Il y a moins de place. On peut faire des annonces pour mobile et des annonces pour desktop. Moi, il y a des trucs que je fais. Une offre promotionnelle.
Ouais. En fait, là où quelqu'un qui vient par exemple une fois par jour sur un site, tu sais qu'il vient, il y va. Ouais. Tu peux en fait en fonction du nombre de fois où il vient, en fait justement aussi jouer sur le fait que lui il est ferré déjà. Donc en fait tu peux, les listes d'audience c'est limité. Par exemple, moi je peux dire un visiteur de qualité, c'est quoi pour moi? C'est un mec qui est passé au moins 5 minutes chez moi. C'est un mec qui a vu au moins telle page et telle page. Donc tu peux être hyper granulaire sur les listes d'audience, faire ce que tu veux. Donc tu as énormément de choses, mais tu peux faire ce que tu veux. Les listes d'audience c'est limité. Tu as même un truc qui s'appelle les audiences similaires. Aujourd'hui Google il sait tout. Il est capable de te dire, je peux te donner des audiences que tu n'as pas chez toi, mais qui potentiellement correspondent aux mecs qui viennent, qui correspondent à ta liste d'audience. C'est-à-dire des gens qui ont le même comportement, des gens qui ont à peu près le même âge, des gens qui ont visité à peu près des sites dans la même thématique. Et là, ce qu'on appelle audience similaire, je peux dire, bon, pour les personnes qui correspondraient potentiellement à mon site, qui ne sont jamais venus chez moi, plus 30% au niveau du CPC. Tu vois, ça va super loin en fait. Ça va super loin. Mais oui, les audiences c'est limité. Mais moi je me rends compte en fait sur les recherches, à quel point ça va loin. C'est complètement autre chose, mais tu vois, tu fais une recherche sur John Lennon par exemple. Ta recherche suivante, si tu tapes Paul, premier résultat c'est McCartney quoi. Tu dis mais. Ça c'est lié à ton historique de recherche, c'est encore autre chose. C'est lié au SEO. Mais du coup, je veux dire, si tu vas sur un site et que tu cherches un produit, derrière ça va être. Mais en fait, ce qu'on appelle l'intention de recherche, il la connaît. En fait, il sait potentiellement le cheminement. Alors, moi je sais pas, c'est Google qui le sait, mais moi je suppose qu'il sait qu'en gros, une requête. C'était quoi ta première requête? John Lennon, il sait que potentiellement il y a des Paul, John Lennon, il y a un rapport. Enfin, voilà. Je vais utiliser l'exemple cet après-midi, Jaguar. C'était plutôt dans une requête de phase de voiture. Il va te proposer plusieurs voitures que l'animal. Enfin, il va utiliser ton historique, et puis c'est surtout ce qu'on appelle le machine learning, là, les suites de requêtes. En général, quand tu es une phase d'achat de recherche de chaussures, tu auras besoin d'être peut-être moins précis pour qu'il y ait des personnes qui disent le truc. C'est encore autre chose, ça c'est plutôt limite du SEO. Voilà, c'est assez bluffant, mais en fait, il faut être conscient qu'avec AdWords, en SEO, on a zéro donnée. On a notre provider, on n'a rien, on ne connaît rien. Avec AdWords, on a tout, on a toutes les données. C'est pour ça que moi, quand je dis, je fais une conférence en SEO, je dis, en SEO, ce qui est hyper intéressant, c'est faire de l'AdWords. Pourquoi? Parce qu'on a tous ces termes de recherche qu'on a pour SEO, on les a. On est capable de dire, ce terme de recherche-là, il convertit à 5%. En SEO, c'est notre provider, on ne sait pas générer du trafic. Non, je sais qu'en AdWords, quand j'ai 100 visites, je fais 5 achats. Et donc, si je suis visible en SEO, le taux de conversion est de 5%. Et puis AdWords, il donne tout, quoi. C'est hyper intéressant. Donc, pour notre exemple, code promo peut être intéressant ou cibler des internautes qui sont déjà nuls. 8e point, exploiter le géolocalisation. Quand on va sur le site de cet annonceur-là, on voit en fait qu'il a un site e-commerce, mais il a également une boutique physique. Par exemple, et c'est vraiment le cas, il vend des paniers garnis. Mais ces paniers garnis-là, il ne peut pas les expédier. Il les vend dans sa boutique. Il vend, en général, il vend du fromage, le Mont d'Or par exemple. S'il m'entend, j'aimerais bien qu'il le mette en ligne, mais on ne peut pas l'acheter chez lui parce qu'il n'arrive pas, c'est trop sensible à la chaleur, il ne l'expédie pas. Donc on peut l'acheter que sur sa boutique. Donc là, on peut aller plus loin. Lui dire, bon, ok, on peut faire des ventes sur ton site, mais on peut également essayer de générer des visites physiques dans ta boutique pour générer du business. Typiquement, je vais créer une annonce, et là par exemple, j'ai appliqué l'exemple. On peut limiter l'affichage de nos annonces à Besançon et l'alentour. On peut même prendre une zone, un nombre de kilomètres. On peut limiter l'affichage au Doubs, au Franche-Comté, à Bourgogne, à la France, etc., etc. Donc là, pour notre exemple, c'est hyper intéressant parce que pour les paniers garnis, à l'approche de Noël, je peux acheter des mots-clés plus génériques, plus larges. Panier garni, je ne vais pas l'acheter à l'échelle de la France. Enfin, c'est un peu suicidaire à l'approche de Noël et ça va me coûter très cher. Par contre, localisé à Besançon, panier garni gastronomique, là ça a du sens. C'est des gens qui peuvent potentiellement se déplacer et venir acheter un panier garni pour leurs amis. Je vais payer moins cher, il y a moins de recherche parce qu'on est hyper qualifié, puis pour un an, je peux répondre à la demande. Intéressant. Découvrir, alors ça c'est un petit peu. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de. Je sais pas, des DSA,
Dynamic Search Ads. Bon là c'est un peu de la magie à la AdWords. Globalement on a défini nous-mêmes des mots-clés avec une correspondance en large, en expression, on sait à peu près quelles sont les requêtes intéressantes. Mais on peut aller clairement plus loin avec AdWords. On peut créer ce type de campagne, Dynamic Search Ads. Qu'est-ce que c'est? On donne tout un pan de notre site. Par exemple, on va donner à Google l'ensemble des URL de la catégorie Saucisses de Meurthe, et c'est lui-même qui va se charger de générer. Moi, j'ai juste besoin de générer cette description-là, qui va s'afficher là, mais il va lui-même afficher le titre, afficher l'URL et choisir la page de destination. Donc, en fonction de tout ce qu'il y a sur mes pages de destination, il va potentiellement, avec une requête, c'est plutôt de la longue et de moyenne traîne, mais quelqu'un, je ne peux pas faire des annonces pour tous les produits. Enfin, ça va me prendre un temps fou, si je change produit, je vais faire son nom. Par contre, avec ce type de processus-là, il y a un internaute qui cherche un produit bien spécifique, ce système-là va directement l'envoyer sur la bonne page, avec le titre du produit, ma description qui est pas mal, et voilà, c'est magique. Et comment j'utilise par la suite? C'est sympa, mais on peut regarder exactement les termes de recherche aussi. On regarde les termes de recherche qui ont été performants, on rajoute ce mot-clé en exact, on fait une annonce dédiée et on continue comme ça. On laisse travailler pour choper de la longue traîne, de la moyenne traîne. Dès qu'on voit que des mots-clés sont rentables, on le duplique en exact et on maîtrise la chose. Dixième point, se démarquer de la concurrence. Alors là, moi j'ai lancé ce type de solution-là, d'optimisation-là, il y a peu de temps. C'est assez récent, c'est encore un petit peu compliqué à mettre en place puisque Google est un peu frais là-dessus, mais on est capable de mettre des données dynamiques dans les annonces. C'est assez bluffant. Donc de base, moi je travaille pour un site de vente privée. On a une vente privée, ça c'est très simple, c'est pas exactement ça, mais on a une vente privée qui se termine dans 5 jours. Je peux avoir en dynamique dans l'annonce, il reste 5 jours, il me met en dynamique le nombre de jours, l'heure, enfin le nombre de jours. On passe, c'est dans moins de 24 heures, il mettra en dynamique l'heure. On passe, il reste 2 minutes, il met encore 2 minutes pour acheter. Puis les secondes vont défiler. C'est un truc de fou. Et là, le CTR, ça explose. On voit qu'il y a une promotion, et putain, ça se termine dans 10 minutes. J'ai fait les CTR sont juste fabuleux, les gens cliquent, c'est impressionnant. Là, on est dans un autre cas, puisqu'on a les produits. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment... Là, on fait ce genre de choses, on tue toute la concurrence sur la requête. Là, on serait les meilleurs. Je vais faire un exemple d'annonce. Pour Saucisses de Meurthe. Saucisses de Meurthe IGP. Ok. Acheter en ligne dès 5,50 €. J'ai mis en rouge 5,50 € parce qu'on est capable de faire un flux de données sur l'ensemble de vos produits. Ce flux de données-là, il va être mis à jour tous les jours, on va faire appel à un dev, n'importe quoi. On va avoir le prix de base, 5,50 €. On peut avoir le stock, qui est mis à jour tous les jours. On peut avoir la livraison, mise à jour tous les jours. Mes annonces vont être mises à jour en temps réel. C'est-à-dire que si mon prix évolue à 7 €, on annonce tout de suite, ce sera 7 €. Justement, tu as défini ton flux pour promo, flux, il est défini où et comment? C'est quelque chose que tu lui importes, c'est une URL C'est une URL, en gros c'est une URL qui va les chercher tous les jours. D'accord, donc c'est une URL que toi, tu lui envoies de la donnée? En gros, moi je lui envoie une sorte de CSV, bref j'ai une ligne non, moi j'ai défini ces encarts-là. Donc en gros tu vois là par exemple, je sais pas si j'ai une colonne stock. Donc là ça serait le nom de mon flux, la colonne stock. Là le nom de mon flux, la colonne livraison. Okay. Et c'est toi qui lui balance directement l'annonce ou tu lui donnes une URL en fait non, c'est très simple. Moi je rédige mon annonce, là tu vois par exemple, j'ai mis une accolade, donc tu mets égal, il va te proposer le truc, tu vas aller chercher le flux. Donc par exemple je cherche le flux, j'aurais pu appeler flux saucisse, donc ça serait flux saucisse, exemple, et après il te propose les colonnes que tu as dans ton flux. Ouais mais ça justement, c'est comme à partir d'un fichier codé. Ouais, c'est pas dynamique, je veux dire, c'est toi qui rentre et qui dit il en reste 12, il en reste 5. C'est exactement comme ton flux de produit, tu peux le coder toutes les 6 heures. Quoi. Et ouais, mais tu peux lui donner une URL à la place de télécharger, du coder un fichier. Ouais. En fait, il va se servir quoi. Il va se servir, tu fais un dépôt et il se sert. Et toi, si tu mets à jour ton fichier tous les jours, potentiellement, tu peux lui dire, tu es libre de lui dire, tu vas récupérer le fichier tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par semaine, 1 fois par mois. Ouais, donc en fait, tu lui mets une URL
que tu as un service qui tourne derrière et qui va scraper et faire regarder la concurrence. C'est ça. C'est exactement comme vendre sur une marketplace. Vendre sur une marketplace, il faut que tu mettes à jour ton stock, parce que autrement tu vas vendre et tu n'auras pas le produit en stock. Donc tu mets à jour. Si tu fais énormément de ventes, tu vas essayer de mettre à jour toutes les heures. Si tu fais un petit peu de vente, tu mets à jour. Ça sert à rien d'utiliser de la donnée pour ça. Mais moi, ce que je constate, c'est que quand tu mets un prix dans l'annonce, ça clique, c'est un truc de fou. Sauf que générer des annonces en dur comme ça, quand c'est plus d'actualité, déjà d'une c'est trompeur, tu peux te faire attaquer potentiellement, puis c'est pas performant parce que l'internaute s'attend à avoir un prix. Pareil, ce que tu peux faire, et moi ce que j'ai fait, et ce qui est énorme, tu as ce type d'annonce là, tu crées un script sur AdWords, dès qu'il n'y a plus de stock, paf, mise en pause automatique. Tu dépenses plus d'argent quand tu n'as plus de stock. Ça se réactive automatiquement dès que tu rends du stock. Tu l'appliques à un restaurant. Le restaurant il dit je suis booké ce soir, ça ne sert à plus rien de faire de l'AdWords. Tu mets un système qui va couper tes annonces automatiquement, il y a une table de lit, paf, tu fais une annonce, dès que c'est plein, clac. Tu peux jouer comme ça, parce que comme je dis, c'est de l'argent, c'est des clics qui sont payants, donc, mais ça, on met ça en place, les concurrents ne l'ont pas, c'est hyper sexy comme annonce. Hein. Le mec il a la notion d'urgence, la notion de prix, la notion de rapidité, de livraison, c'est performant. Chez Brickloser, vous vendez ce type de marteau? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc on a fait les 10 points, j'ai fait quelques bonus. Là, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais aujourd'hui l'acquisition sur un site e-commerce, ce qu'on appelle le chemin avant de faire une conversion, c'est plus simple. On ne clique pas, j'achète un voyage à 5 000 €, je clique sur l'annonce AdWords, j'achète, non, c'est pas comme ça. Je clique sur l'annonce AdWords, je vais voir le site, je reviens, je reclique sur la marque, je reviens, je reclique sur un lien SEO, hop, et je reviens vers Google Shopping et je fais la conversion. L'internaute, personnellement, on l'a payé 2 fois, il a cliqué 2 fois sur AdWords, il a cliqué sur du SEO, il a cliqué sur la marque, et au final, il a cliqué sur une annonce AdWords, mais de ma marque. Donc, d'où direct, il a tapé du direct, il a cliqué sur. Et donc, si j'analyse mon compte AdWords, je me dis, bon, qu'est-ce qui a rapporté les conversions aujourd'hui? C'est juste qu'il a cherché ma marque, il a converti. Au final, qu'est-ce qu'il apporte au départ? C'est le mot-clé un petit peu générique. Et de base, il faut savoir qu'AdWords, mais même Analytics, la conversion elle est attribuée au dernier clic qui a mené la conversion. Ce qu'on appelle les conversions au modèle last click. Ça, c'est périmé de chez périmé, même si tout le monde continue à l'utiliser. Donc, quel est l'impact de ce type d'attribution sur un modèle AdWords? C'est que je vais avoir énormément de mots-clés génériques, énormément de mots-clés autres que ma marque, et toutes les conversions vont pratiquement être attribuées à la notoriété, puisqu'au bout d'un moment, l'internaute va cliquer sur ma marque, et puis va cliquer sur l'annonce de ma marque, et il va convertir. Donc on va voir, non, ce mot-clé était rentable. Sauf que Google permet d'afficher des colonnes un petit peu cachées, de base elles ne sont pas, qui s'appellent les conversions indirectes associées à un clic, c'est-à-dire que l'internaute qui a converti, il y a un internaute qui a converti dans mon compte AdWords, mais il n'y a pas eu de conversion, mais indirectement, l'annonce a été cliquée et a amené une conversion. C'est-à-dire qu'après, il a cliqué sur notre annonce, mais celle-ci a participé à l'acte d'achat. Et on peut même aller plus loin, les conversions indirectes associées à une impression, c'est-à-dire que l'internaute a converti, mais il a vu cette annonce avant de convertir. Il n'a pas cliqué, mais il l'a vu. Donc comment j'utilise ça? Par exemple, typiquement, ce mot-clé-là, 109 clics, ça m'a coûté 13 €. Bon, je pourrais me dire, c'est pas rentable. J'affiche les conversions indirectes. J'ai eu 2 conversions, ça m'a généré 2000 balles. Pas plus ces conversions-là, parce que ça participait. C'est pas la notoriété, c'est le mec qui ne connaissait pas. Hein. Il n'a pas tapé du direct, non. Il a cherché un mot-clé, après il est revenu vers moi parce qu'il a vu, il m'a dit ouais, c'est intéressant. Pareil, 31 €, là il y a eu 500 € de généré. Et si je réfléchis en ratio basique et binaire de la conversion, voilà. Donc moi, ce que je propose et ce que je fais en général, je fais un ratio entre ça et un ratio entre ça. Et plus, vous vous rappelez la pyramide inversée, plus on monte dans la pyramide, moins il y a de conversion directe et elle se retrouve ailleurs. Donc voilà l'exemple, mot-clé générique, loser, shopping loser, notoriété winner. C'est la notoriété qui gagne alors que le vrai gagnant, à la base c'est lui, parce que c'est lui qui nous a géré le... Et si on coupe, il ne sera plus winner. Hein. Ouais. Dans ce qu'on dit là, je paye bien pour la transfert de mots-clés. Comment? Là, je dois bien payer, j'ai 0 conversion, mais tu as un coût en face. Ouais. Donc ça veut dire que quand on dit que tu payes le clic sur l'annonce... Sur l'annonce, c'est pas vrai, c'est pas toujours vrai. Dans ton exemple, en fait, j'ai pas cliqué sur l'annonce. Si. Tu as l'impression. Regarde. Voilà, j'ai cliqué là. Il y a les clics.
Ça a été cliqué 109 fois. C'est pour ça que je dis que c'est pas rentable. Ça a été cliqué, donc j'ai eu un coût. En général, j'ai payé 14 centimes ce clic, ok. Et si, imaginons que ce soit 1 euro, imagine, ça commence à faire, c'est du business. Donc là, j'ai dépensé 130 euros. Mais si tu te dis, je dépense, je gagne pas, mais non, en fait, si, tu vois, dans ce processus de ce modèle d'attribution-là, bah, finalement, ça m'a rapporté énormément de thunes. Donc tu vois, c'est compliqué à... Enfin, il faut voir l'ensemble du chemin de conversion, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des coûts et pas de conversion, et je n'ai pas le truc. Il y en a beaucoup qui ne le font pas. En fait, quand tu vends des petits produits où tu as la phase de réflexion avant l'achat, qui n'est pas hyper développée, par exemple, tu vends des coques de téléphone, des petits... Alors je sais pas, je ne vends pas de coques de téléphone, mais des produits à 10, 15, 20 euros. Tu vois, le mec va pas réfléchir, va pas faire un comparatif de fou pour acheter sa coque de téléphone. En général, il trouve le truc sympa, il l'achète. Par contre, tu vends des produits, là, tu vois, je fais de conversion de 1000 balles, c'est-à-dire que la conversion, elle rapporte 1000 euros. Là, tu fais de la recherche, tu vas voir les comparateurs de prix, tu regardes un peu partout. Tu vends du voyage, c'est pire, les processus d'achat sont hyper longs, ça dure 2 semaines. 2 semaines avant de faire un acte d'achat, donc tu as intérêt à les visiter partout, regarder partout. Et si tu restes ratio comme ça, demain, tu coupes tous tes mots-clés, tu n'as que la notoriété, tu ne fais plus rien. C'est comme ça, en fait. Pour aller plus loin, c'est plutôt rigolo même. Bing Ads a mis en place un bouton pour importer ses campagnes AdWords. C'est-à-dire que Bing Ads est conscient que AdWords ça prend du temps et que les internautes n'ont pas de temps à passer sur Bing, enfin que les annonceurs ont beaucoup moins de temps à passer sur Bing Ads et que le travail qu'ils font sur AdWords globalement. Ils feraient la même chose sur Bing Ads, c'est pas forcément vrai parce que les comportements des internautes sont un peu différents entre AdWords et Bing, mais c'est très drôle, il suffit de se connecter. En un clic, on apporte tout notre compte AdWords sur Bing Ads. Donc là, tout ce que je vais vous montrer, imaginons que ça permet de faire une campagne propre. On a fait notre campagne, elle marche bien, on voit qu'elle fonctionne bien. On laisse tourner 3-4 mois. Pourquoi pas le cliquer sur Bing Ads, les clics sont moins chers, il y a moins de concurrence. Donc quand je vais payer 30 centimes sur AdWords, je vais peut-être payer 10 centimes sur Bing. Les conversions, taux de conversion sont bons, les CTR sont de meilleure qualité, donc le ROI sera on paiera moins cher, donc le ROI sera plus intéressant. Donc ça c'est quand même très drôle. Il y a même des outils qui permettent de faire de la synchronisation en temps réel. Je mets en pause un mot-clé sur AdWords, ça me pose directement sur Bing et vice versa. Donc, ouais. Pour faire un petit résumé, j'aime bien appeler ça doggy bag, vous allez partir de la conférence avec plein de tips, plein d'idées. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu? Premier élément, si on veut réussir, parce qu'on peut réussir, mais si on ne mesure rien, on ne sait pas qu'on a réussi, on ne sait pas qu'on se plante. Définir les objectifs de la campagne, un ROI, un tracking, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi le but? Premier élément à faire, il y a pas mal de personnes, oui je vais faire de l'AdWords, je vais générer des ventes, enfin oui mais il y a pas mal de contraintes. On va définir ces éléments-là. On organise son compte de façon cohérente et granulaire, il faut essayer le plus granulaire possible en ayant en tête un mot-clé, une annonce, une requête. Une requête, un mot-clé, une annonce. Okay, on vise les mots-clés au plus près de l'acte d'achat, surtout si on a peu de budget. On ne va pas s'amuser à acheter des mots-clés hyper génériques au départ, on va essayer d'acheter les mots-clés au plus près de l'acte d'achat, qui sont déjà définis, on sait déjà que l'internaute recherche un produit. La finalité de la correspondance, c'est l'exact. Le large, on l'oublie. Le large, ça va cramer votre budget et vous allez perdre énormément d'argent. Alors, le large, on peut en faire, mais alors autrement, c'est un boulot de faux, il faut faire de l'exclusion, on l'a vu tout à l'heure. Un quality score supérieur à 7, sinon rien. Moi, c'est la règle que je m'impose. Si mon quality score est inférieur à 7, je le travaille. Autrement, ça veut dire que je commence à payer mes clics trop cher. C'est un peu du gaspillage pour moi. J'essaie de viser le 10, quoi. C'est une obsession, mais je sais qu'on peut potentiellement payer 50 points les clics beaucoup moins cher, donc c'est de la rentabilité. On utilise les bonnes extensions d'annonce, on va faire du e-commerce, là il y a des extensions qui sont parfaites pour ça. On essaie de susciter l'envie dans les clics. AdWords c'est du marketing, on va faire des annonces séduisantes, on va mettre des codes promo. Si un internaute vient une première fois, on va essayer de le recibler avec une autre requête, avec une autre annonce, avec des codes promo, etc. Le Dynamic Search Ads, pour découvrir de nouvelles idées, ça peut être intéressant. On n'a pas le temps de gérer une campagne, on a 10 milliards de produits, ben on fait des DSA, on découvre des choses qui peuvent être intéressantes. Et point super intéressant, des annonces dynamiques avec des prix, des stocks, etc. Donc, et ça, clairement, il y en a très peu qui le font. Si on met en place un système comme ça, on se démarque et on est meilleur que les autres.
Donc merci à vous, merci pour l'écoute.